Alors par contre, on voit le plafond. Oui, appelle bonjour. Allô? Et bonjour les collègues. Je vois qu'il y a déjà, des collègues, connectés. Bienvenue sur ce flash pratique. Alors, on va faire, comme d'habitude, les essais de son, d'image. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Marjorie. Bonjour Marjorie, merci. Super. Est-ce que au niveau du diapo, est-ce que vous voyez le diapo? OK. Geneviève, merci. Allez. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite expérience à micro ouvert. Donc, je vais ouvrir vos micros. Alors du coup, activer le son. Est-ce que alors, les uns après les autres, plutôt les unes après les autres pour l'instant, je vous demandais réactiver le son. Est-ce que si vous ouvrez votre micro, donc là, Carole, Cathy, est-ce que j'entends quelqu'un? Bonjour. Cathy? Oui, Cathy, magnifique. Bonjour Cathy. Bonjour. Donc a priori, ça veut dire qu'on est bon si j'ouvre les micros de tout le monde. Alors Marjorie, il va y avoir du bruit, je suis à côté des bébés. Oui Marjorie, du coup ce que vous pouvez faire, c'est les collègues, c'est que,
moi, je vous ouvre les micros à toutes et à tous et vous, de votre côté, vous coupez votre micro et vous l'activez au moment où vous voulez intervenir. Est-ce que c'est possible ça? Voilà, donc du coup, les unes après les autres. Céline, Élodie, Emma, Geneviève. Alors, quand j'ouvre vos micros, du coup, je vois l'icône du micro rouge avec une barre. Je pense que c'est parce que c'est vous qui êtes en mode, micro éteint de votre côté. Marjorie, voilà. Saïdou. Ah, ça a l'air pas mal là? OK, donc là, je vois les micros ouverts. Il y a Cathy, Emma, Geneviève. Ah oui, alors du coup, qu'est-ce qu'il en est des vignettes? Hem, Qu'est-ce que vous avez comme vignette du coup, de la personne qui s'affiche? Est-ce que du coup là, je vois que moi j'ai la vignette d'Emma. Ah, ça marche? Attends, plus rien. Déborah, bonjour Déborah. Alors Déborah, pareil, je vais ouvrir ton micro. Alors, on a qui? On a Bernadette. Bonjour Bernadette. Hop, j'ouvre les micros de tout le monde, hein, pour les collègues qui viennent de nous rejoindre. Vu qu'aujourd'hui c'est à micro ouvert, on fait l'expérience. Moi, je permets à tout le monde de parler au niveau de la manip et vous coupez vos micros s'il y a du bruit autour de vous et vous l'allumez au moment où vous voulez intervenir. Christelle Mallet, bonjour Christelle. Hop, j'ouvre. Cécile Bernot, bonjour Cécile. Hop. Christine. Christine, tac. Marine, bonjour Marine. Bonjour. Voilà, génial. Alors, ce que je comprends, c'est que du coup, comme les micros sont ouverts, en fonction, il y a les petites vignettes qui défilent. Hem, J'imagine que vous ne me voyez pas. Est-ce que vous pouvez confirmer? Si on vous voit, Si, on vous me vous voit, voyez? hein. Oui, Ah tout à bon? fait. Dès que Ah vous bon? parlez, en fait, la vignette s'allume et on a la visio. D'accord, OK, parfait. Et ben, c'est impeccable alors. C'est impeccable. Alors, hop, quelle heure il est? On va pouvoir commencer et puis, les collègues nous rejoindront au fur et à mesure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, quelle expérience, ce Parfait. merci. Alors non seulement je ne vous vois pas mais bon, là, a priori, je vais pouvoir vous entendre, donc ça va être magnifique. Donc on fait avec, le comment? La nouveauté. Ah mais je suis ravie moi, si aujourd'hui on peut partager différemment de d'habitude, je suis ravie. Allez, c'est bon pour tout le monde? On y va, pourquoi ça fait ça? Attendez. Du coup, voilà, voilà, voilà. OK et du coup, ma vignette, comment ça marche ça? Ma vignette. Ah,
Alors, attendez, hein, je suis juste en train d'essayer de voir pour donc vous avez la première page du, ah ben voilà, parfait. Normalement, ça a tourné? Quelles attitudes et pratiques professionnelles dans des situations quotidiennes vécues comme problématiques? Hop. Est-ce que c'est bon les collègues? Est-ce que vous avez la troisième page du diaporama? Vous êtes là? Oui. Oui, OK, merci. Allez, on commence ce flash pratique. Dernier flash pratique du premier semestre. Alors donc, je vous rappelle que ces flash pratiques sont proposés par le pôle ressources handicap, qui est porté par l'association Happy End, basée à Cagnes-sur-Mer. Happy End accompagne des jeunes en situation de handicap, donc pour le pôle jeune, des accompagnements individuels et collectifs. Et puis Happy End, c'est aussi un pôle aidant pour les familles, pour les parents, auxquels, on va proposer des temps de répit, des ateliers, de l'écoute psychologique. Et puis le pôle ressources handicap qui s'adresse aux professionnels qui accompagnent les enfants de la petite enfance jusqu'à l'adolescence dans les structures, ordinaires avec, donc des sensibilisations, des journées de formation pour la petite enfance, pour le secteur enfance-jeunesse et puis, des flashs pratiques, donc des webinaires, une fois par mois. Voilà. Le PRH, le pôle ressources handicap, il est financé par la CAF et par la SDJES. Alors, ah oui, là, il y a du bruit. Cathy, je Oui. je crois qu'il y a oui, je crois Alors, qu'on a je vais fermer la porte. oui, merci Cathy. Désolée. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. On expérimente ensemble, hein. Mais du coup, c'est pratique parce que quand il y a du bruit, j'ai la petite vignette avec le nom de la collègue. OK Marine. Marine, mon bureau est partagé, je garde le son désactivé. Pas de problème. C'est le principe, hein, pour tous les collègues qui sont présentes ce matin. Le micro fermé de votre côté à vous et dès que vous voulez intervenir, vous activez votre micro. Alors, à la suite du sondage que j'avais fait, tourner pour cette thématique du dernier flash pratique, j'ai fait un mixte. En fait, alors évidemment, j'ai relevé des propositions que je vais insérer pour le semestre suivant et les semestres à venir. Mais là, revenait quand même pas mal de fois la demande sur les situations vraiment, du quotidien, enfin ce qui nous préoccupe, tous et toutes. Alors du coup, j'ai pensé à m'appuyer sur ce fameux guide, très pratique pour les pros de la petite enfance, fait par Héloïse, Junier. Je vous le présente en formation, hein, je me déplace, jamais sans. Mais c'est vrai que c'est tellement une bible et je trouve qu'il est tellement précieux. J'ai pris plein de notes depuis des mois et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer, l'expérience et les idées d'Héloïse Junier. Donc Héloïse, elle est psychologue, elle est aussi journaliste, et elle a une grande expérience dans les crèches. Ce livre est préfacé par, Catherine Guéguen, hein, donc qu'on connaît bien, pédiatre, qui fait une proposition de pratique éducative, sous l'éclairage des neurosciences et donc des avancées qu'on a aujourd'hui sur, la connaissance du développement du cerveau des enfants. Alors, du coup, heu, le titre est ciblé sur la petite enfance, mais pour avoir parcouru ce livre, moi je trouve qu'il s'adresse à tous les professionnels de l'enfance, tous métiers, tous diplômes confondus et que les situations,
il y a des situations qui sont un peu plus spécifiques sur le contexte de la petite enfance. Il y a des étapes du développement de l'enfant, donc là, je pense avant le 4 ans où effectivement, c'est un petit peu plus, spécifique. Mais ces situations-là mises à part, dans l'ensemble, je trouve que toutes les situations proposées avec les réponses proposées sont, transposables dans n'importe quel contexte avec n'importe quel enfant, quel que soit son âge. Alors, juste, je vous, redis ce qui moi m'intéresse, hein, dans cet ouvrage. C'est bien, heu, à partir de connaissances récentes sur les enfants et sur leur développement. Alors l'ensemble des domaines de connaissances, on a évidemment la psychologie du développement, les neurosciences, la psychologie cognitive, la théorie de l'attachement qui est, fondamentale, mais aussi, l'anthropologie et l'éthologie. Des petites photos pour illustrer. L'éthologie, c'est bien l'observation des animaux, hein, c'est en apprendre plus sur comment se comportent les animaux, comment ils vivent pour ensuite venir les mettre au service des connaissances sur l'humain. Et l'anthropologie, je vous ai fait une proposition de petit film que je trouve très bien fait sur qu'est-ce que l'anthropologie, où c'est bien, l'étude des sociétés, des groupes, des tribus à partir de leur façon de vivre, leur culture, leurs croyances, leurs pensées, leurs traditions. C'est différent de la sociologie où la sociologie, c'est plus une étude de groupe et de phénomènes de groupe et de dynamique de groupe, hein. Dans l'anthropo, on a bien, là encore, l'individu au sein du collectif. Donc je trouve ça passionnant quand il y a une croisée de tous ces champs et là où Héloïse Junier, je la trouve intéressante, c'est qu'elle arrive à nous vulgariser ses connaissances pour les mettre au service de la compréhension des besoins de l'enfant, hein. Moi, en tous les cas, ça m'aide à les décrypter, ces besoins au regard de ces éclairages, à les décrypter, à les, décoder et toujours dans le même objectif, l'objectif pratico-pratique, à savoir, parce que je repère et je comprends mieux et je décode mieux ces besoins, forcément, je peux y répondre avec plus de précision et je vous ai mis d'empathie, de la part de l'adulte. C'est pas le propos d'aujourd'hui, c'est pas le focus que j'ai choisi, concernant ce livre, mais je vous le dis, je le trouve intéressant parce que il y a aussi une grande part dans cet ouvrage sur, la professionnelle avec, comme on a déjà vu en flash pratique ensemble, hein, qu'est-ce qui se passe de notre côté à nous, au niveau de nos ressentis, de nos sensations, de nos affects et tout ce qui peut être, des freins pour justement aller à la rencontre de l'enfant. Moi, en tous les cas, je fais le choix de ne pas en faire fi de cette part-là, parce que si je n'arrive pas à être disponible, forcément, je n'arrive pas à répondre au mieux aux besoins des tout petits et des enfants en général. Alors voilà pour la présentation de ce livre et ensuite, ma proposition, c'est, alors je vous ai fait des petites fiches parce que je me suis dit que ça allait être difficile quand même de démarrer à micro ouvert, sans aucune piste. Alors j'ai sélectionné, 3 petites informations pour moi, essentielles, fondamentales. Bah, c'est un travail de choix, hein, parce qu'évidemment j'aurais eu envie de vous transmettre le livre dans son entier, mais c'est pas possible et puis en plus ça aurait été, particulièrement ennuyeux. Alors là encore, en m'appuyant sur mon expérience et sur ma pratique, sur, qu'est-ce qui moi me sert particulièrement. Du coup, j'ai sélectionné la première info, ce rappel selon lequel nous participons à la construction du cerveau des enfants que nous accueillons. Ça me paraît essentiel en tous les cas, ça porte, pour ma part, ce que je peux mettre en place ou ce que j'ai pu mettre en place dans le passé avec le public que j'ai accompagné. À savoir, chaque fois que j'interagis avec quelqu'un et là pour le coup, quel que soit son âge, parce que c'est valable aussi avec, des adultes, hem, il y a une réaction chimique
dans le cerveau de l'autre et dans le mien. Alors je vous ai mis là en illustration le fait de prendre un enfant dans les bras, de chanter une chanson, de mettre des mots sur les émotions, de lire une histoire, de parler avec calme et douceur par exemple. Ça va produire la connexion de milliers de, connexions neuronales, hein, et ça veut dire qu'à partir du moment où je suis en interaction avec quelqu'un, où je fais une proposition, de relation, d'expérience, d'action, ça va dans le cerveau de l'autre, il va y avoir des connexions qui vont se faire. Et plus je répète une situation, une expérience, une relation, et plus ces connexions, neuronales vont s'inscrire durablement dans le cerveau de l'autre et du mien forcément. Donc je vous ai noté les expériences que vivent les enfants à nos côtés chaque jour, agissent profondément et durablement sur leur cerveau. Ce qui vient contrecarrer un peu cette impression que par moment on peut avoir en tant que professionnel de dire: «Oui, mais bon, ça ne sert pas à grand chose, ce qu'on peut, faire chaque jour au regard d'un contexte familial, au regard du vécu de l'enfant, de son expérience, de son histoire». C'est pour venir rappeler que, ben, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. À partir du moment où on est dans une relation suivie et ça peut être, alors évidemment, la plupart du temps, par exemple, en crèche, on est beaucoup sur 5 jours sur 7, hein, donc là, quantitativement, on passe beaucoup d'heures avec l'enfant. Mais si on est sur des accueils plus ponctuels, un jour semaine, le mercredi pour l'accueil de loisirs, à partir du moment où ça s'inscrit dans une régularité, à partir du moment où il y a une relation qui s'instaure entre l'enfant et l'adulte, une relation de confiance, cette répétition, cette inscription dans la durée suffit à permettre la multiplication des connexions neuronales dans le cerveau de l'enfant. Et donc, pour illustrer, si avec cet enfant, j'ai créé une relation de confiance, je lui propose régulièrement le même type de relation, le même type d'interaction, pour lui, en tous les cas, ça vient, s'ancrer quelque part, hein. C'est comme ça que par la suite, on aura avec, Boris Cyrulnik qui sera sur la question de la résilience, hein, en disant bien: «C'est les personnes qu'on a croisées sur notre route et qui nous ont proposé des expériences beaucoup plus bienveillantes et bienfaisantes en termes de relations, qui pourront participer à ce qu'on appelle la résilience». Hein, c'est-à-dire que l'expérience négative qu'un enfant peut faire, qu'a pu faire un enfant dans son histoire, dans son vécu, cette, expérience-là, il y a un contre-pouvoir avec d'autres expériences, plus positives et plus aidantes. Donc ça, c'était pour la première vignette. Alors en même temps, je garde un œil sur, les collègues qui arrivent au fur et à mesure pour pouvoir, là aussi, ouvrir les micros. Donc c'est Véronique qui vient de nous rejoindre. Bonjour Véronique et voilà, je vous ouvre le micro pour que vous puissiez intervenir quand vous le souhaitez. La deuxième vignette que je vous propose, c'est cette fameuse hormone du lien et de l'attachement. Là aussi, ça me paraît indispensable de pouvoir se rappeler, entre nous, à quel point, l'ocytocine, hein, donc une hormone qui est, sécrétée par notre cerveau, est un puissant antistress, aussi bien pour nous-mêmes que pour l'enfant. Et cette ocytocine, elle est sécrétée chaque fois qu'on est, là encore, heu, proche de quelqu'un, que ce soit physiquement proche, que ce soit, par la parole, par le regard. Donc je vous ai mis, là encore, hein, se rappeler que prendre un enfant dans ses bras, se rapprocher de lui, si on est avec une tranche d'âge plus grande, hein, en accueil de loisirs par exemple, mais aussi rassurer, encourager, valoriser, agir avec douceur, avec calme, agir avec, authenticité. Congruence, hein, on se rappellera que la congruence, c'est, quand j'arrive à être précisément en adéquation entre ce que je ressens et ce que je transmets, à l'autre. Eh bien, le sourire aussi, évidemment. Chaque fois que je suis dans ces actions, ces réactions-là,
ça produit une sécrétion de molécules de bien-être et dans le même temps, ça fait reculer l'autre, hormone qu'on a pu repérer en état de stress, en état d'alerte chez un individu qui est cortisol, l'hormone du stress. Et donc là aussi, c'est, heu, pour les pour les jours où on peut être un peu, découragé, où on a un peu l'impression que, qu'on fait une goutte d'eau dans un océan, ne pas oublier que chaque fois qu'on est en contact avec un autre, on a tout ce pouvoir-là, en fonction de la disposition dans laquelle on arrive à se mettre, pour pouvoir envoyer du bon et pour pouvoir envoyer du bon à l'autre et envoyer du bon, à soi-même. C'est particulièrement aidant pour ma part quand il y a des situations de tension, quand il y a des situations, dans laquelle effectivement je vais pouvoir être fatiguée, un peu tendue, un peu anxieuse. Je me rappelle que de toute façon, pour le moment, c'est ça que je ressens et donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Alors OK, je repère que là, je suis un peu anxieuse, un peu insécure. J'accepte cet état de fait mais je sais que je vais pouvoir le contrebalancer si je viens effectivement, me concentrer sur le fait de sourire, le fait de me détendre physiquement, le fait de regarder. Alors là, les enfants pour ça, ils sont magiques, hein, parce que, aussi bien nous, nous avons ce pouvoir de les détourner avec tout et n'importe quoi, quand ils sont en train de fixer sur quelque chose qui leur fait pas du bien, c'est très facile de détourner leur attention. Mais eux, c'est pareil, ils ont ce pouvoir de nous détourner de nos pensées, de nos soucis et de nos inquiétudes, ne serait-ce que parce qu'ils sont, hein, ne serait-ce que par leur spontanéité, leur rire et cetera. Donc voilà, donc ça me paraissait important de qu'on se rappelle que, cette ocytocine, cette hormone du lien et de l'attachement, c'est, quelque chose auquel on a, recours à notre guise. Alors, hop, Christophe, bonjour Christophe, j'ouvre les micros au fur et à mesure. Je jette un œil. Marine qui nous dit, oui, que, vous avez aussi ce livre et que c'est un super ouvrage. Merci Mm, Marine. merci. Bonjour à toutes. Merci Christophe, bonjour. Donc, s'il y a pas de bruit, Christophe, vous pouvez rester avec votre micro ouvert. S'il y a un bruit de fond, vous le coupez et vous l'allumez quand, vous avez besoin d'intervenir. Et la troisième vignette que je vous propose en guise de rappel, mental, c'est un comportement inadapté et toujours, toujours un besoin insatisfait. Alors j'aime le propos de cette Héloïse Junier parce qu'elle vient, discuter des habitudes qu'on peut avoir, des préjugés, hein, tels que par exemple la question du caprice. Je la trouve très intéressante sur la proposition qu'elle propose sur cette question-là, par exemple. Alors j'ai pas fait le choix de vous mettre une vignette sur le caprice, mais sur, ce fameux comportement, alors inadapté, inhabituel. En tous les cas, pour moi, l'indicateur, c'est, le comportement inadapté, c'est celui qui va me mettre en difficulté, hein. C'est celui avec lequel je vais me sentir, démunie. C'est, par cette entrée-là que je parlerai de comportement, inadapté et du coup, là encore, le fait de se rappeler et de se le démontrer, hein. C'est là où, Héloïse, elle est intéressante parce que, en s'appuyant sur les diverses connaissances, elle nous démontre bien, c'est pas une lubie de sa part, de nous dire que, c'est un besoin insatisfait, c'est que non, non, aujourd'hui, preuve scientifique à l'appui, on sait que, tout enfant qui est dans l'inconfort et qui manifeste, du comportement qui va, être problématique, c'est l'expression d'un besoin. Alors, on se rappelle que, les besoins universels, hein, là vraiment j'insiste, universels et sur, quelle que soit la tranche d'âge, donc ça va de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc on a les besoins physiologiques évidemment, respirer, manger, boire, dormir. Si ceux-là ne sont pas
comblés, on ne va pas être disponible, hein, pour pouvoir, vivre, notre journée, tranquillement. Mais les autres besoins, c'est aussi tout aussi fondamentaux que les besoins physiologiques. C'est par exemple, hein, c'est pas exhaustif, le besoin de calme, le besoin d'être seul par moment, le besoin d'être regardé, d'être entendu, le besoin d'attention, le besoin d'affection, de sécurité et évidemment le besoin d'être considéré, valorisé, encouragé, estimé et là, la liste peut être très, très longue. Je ne sais pas si vous connaissez les collègues sur la question du besoin d'être, entendu. Jacques Salomé qui, est un thérapeute, conférencier, auteur aussi, qui a beaucoup développé à partir de l'écoute des gens et à partir de ses expériences avec l'autre, alors à la fois son expérience perso, mais pas que, les expériences d'accompagnement, des personnes qu'il a pu faire, a, beaucoup, insisté sur le fait que, tout individu, et là, pour le coup, les adultes, on a des besoins par rapport à l'autre qui ne sont pas comblés et notamment ce fameux, besoin d'être, entendu là où on est, là où on en est avec, hem, il démontre que nos habitudes de vie, notre société on s'arrête pas sur ces besoins-là, hein. On va être surtout aujourd'hui sur des besoins de, se supplémenter en vitamines, telles ou telles, de, faire attention à bien manger. Effectivement, qu'on va aujourd'hui, on est plus éclairé sur la nécessité de prendre soin de nos besoins physiologiques, mais par contre, on a encore un peu de chemin à faire sur nos besoins, relationnels. Et Jacques Salomé, moi, je le trouve, là aussi très, très éclairant et très, très soutenant sur les besoins relationnels, dont il est absolument nécessaire, d'être attentif parce que là encore, sans s'en rendre compte, quand on répond pas à nos besoins relationnels et bien forcément, ça a des conséquences sur notre vie de tous les jours, sur notre rapport à nous-mêmes et sur le rapport à l'autre. Je referme la parenthèse sur Jacques Salomé. Vous pouvez en tous les cas le trouver soit en librairie, soit plein de petites vidéos sur YouTube. Stéphanie, Oui, Christophe? est-ce que je peux vous partager aussi, moi, la référence? Bon, bien sûr, j'ai écouté Jacques Salomé en personne souvent, il y a Oui, beaucoup de ses livres aussi, mais moi, je suis parti à Montréal me former auprès d'une langue qui s'appelle Coët Portelance, oui, qui a fondé l'approche non directive créatrice. Et son livre sublime, qui rejoint Jacques Salomé, mais on va dire que comme elle est nord-américaine, formée aussi à la Sorbonne à Paris, elle a la double culture et elle est très pragmatique. On va dire que Jacques Salomé, quelque part, il va être un peu plus philosophe, oui, oui, entièrement d'accord. elle est concrète. Et donc, ça pourrait compléter, après l'avertissement que tu viens de nous faire, Oui, pratiquement comment procéder. Et oui, côté ordonnance, il y a un livre qui s'intitule Relations d'aide et amour de soi. Ça, oui, sa thèse, donc il développe un peu tous les besoins et tout ce qui vient les frustrer et comment dénouer ça. Et le tome suivant, c'est communication authentique. Et c'est là qu'elle donne beaucoup d'éléments concrets pour satisfaire les besoins dans la relation. d'accord, d'accord. Alors, Christophe, juste, est-ce que, les collègues, est-ce que le son de Christophe est clair pour vous? Parce qu'il n'est pas complètement pour moi. Je ne sais pas si c'est mon son qui est trop fort ou si c'est Christophe qui parle trop près du micro. Est-ce que quelqu'un peut me dire si, vous entendez parfaitement Christophe ou pas tout à fait? Déborah, tu peux parler? Je crois que je t'ai ouvert le micro. Le son est sourd de mon côté, me dit Marine, plus ou moins. Christophe, on distingue ce que vous dites, mais on perd quelques mots parce que oui, effectivement, ça fait une impression de sourd. Je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que Je vais l'écrire dans le chat, c'est correct. OK. Est-ce que Christophe, du coup, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez nous inscrire dans le chat
le nom de la personne que vous avez citée parce que moi j'ai pas pu bien l'articuler, l'entendre. Oui. Et oui, 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 merci beaucoup pour ce partage effectivement. Entièrement d'accord, hein, Salomé qui est, un peu plus philosophique, un peu plus théorique. Si là, on a du pratico-pratique et du côté de la culture nord-américaine, oui, 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 on a plein de choses à apprendre. Donc si vous pouvez nous noter dans le chat le nom de l'autrice que vous avez citée, ce serait magnifique. Et Déborah qui nous dit Jacques Salomé qui différencie aussi les besoins des désirs. L'avoir en tête personnellement m'a beaucoup aidée. Entièrement d'accord Déborah. Je trouve que alors Jacques Salomé, là, j'ai fait la parenthèse, mais parce que moi, il fait partie vraiment des personnes qui m'ont enseigné, hein, qui m'ont, et du coup, il est c'est pas tant aidant sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, dans la relation à l'autre, la relation conjugale, je trouve qu'il fait des propositions autour de la communication, hein, ne serait-ce que, parler au nom de «je» et ne plus parler, à «tu», hein. C'est pas, «Tu m'as fait ça», mais plutôt «je ressens que». Et effectivement, pour avoir, expérimenté le mode de communication proposé par Jacques Salomé et sa perception d'où on parle quand on parle, je trouve ça très éclairant. Alors, Colette Portelance, merci, merci Christophe. Alors là, oui, effectivement, moi, je me le note. Hop, Colette Portelance. Marine, cet ouvrage est en libre accès sur Audible si vous êtes abonné, il me semble, à vérifier. Merci Marine. Relation d'aide et amour de soi, la communication authentique. Ah, Déborah, tu crois que ton micro ne fonctionne pas? Ah bah attends Déborah, c'est parce que là, ça doit marcher. C'est- Ça y est, tu m'entends? Oui, pardon Déborah, j'avais pas activé ton micro. Merci. Oui, Déborah. Tu veux ajouter quelque chose? Non, ça parle beaucoup, effectivement, d'avoir tous ces besoins en tête. On reste pas sur les besoins physiologiques, mais et à l'échelle de tout le monde, en fait, les enfants, les adultes, tous ces besoins d'être entendus, d'être valorisés, reconnus, ça fait Oui, partie des besoins fondamentaux. Oui. oui. Et je crois qu'on peut être plus performant professionnellement parlant quand on peut, être, un peu, attentif, hein, à nos propres besoins en tant que personne. En tous les cas, c'est mon expérience. À partir i J'ai eu une première partie de carrière où je n'étais focalisée que sur le travail et les personnes que je devais accompagner, hein, que sur leurs besoins. Les observations étaient uniquement centrées sur elles. Et ensuite, j'ai une deuxième partie de carrière où je me suis prise en compte et où j'ai pu, avant d'aller observer l'autre, m'observer moi-même et prendre un peu la température, la météo chaque jour de comment je suis ici et maintenant. Et ça permet en tous les cas, pour moi, ça m'a permis de guider ma pratique avec un peu plus de précision et puis d'adapter aussi. Hein. Les jours où je suis moins disponible, je suis moins disponible. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire mon travail correctement, mais je ne vais pas en être dupe. Et du coup, ça permet de pouvoir le dépasser. Alors, voilà pour ces trois premières vignettes. Et ensuite, je vous ai proposé des vignettes avec donc, alors je ne sais pas, il y en a 7 ou 8 ou 9 vignettes sur les comportements que j'ai essayé quelques comportements, problématiques au quotidien. Alors je ne sais pas comment faire avec vous. Est-ce que, vous avez vous-même des situations que vous voulez évoquer? Donc on reste quand même sur la thématique, de la situation qui pose problème, dans notre quotidien avec les enfants. Est-ce que vous voulez proposer une situation et on va là-dessus? Ou est-ce que, je fais défiler et en fonction de ce que ça vous évoque, vous intervenez? Moi, j'ai une situation qui me vient en tête. Oui, Ces enfants qui ont besoin justement de retour au calme,
qui ont du mal à rester dans le groupe, où on a envie de répondre à leurs besoins, même s'ils sont en collectivité, ben, c'est quand même, ils n'ont pas trop le choix, on va dire, hein, où on pense que c'est pour leur bien, mais bon, c'est pas pour toute la journée ou toute la matinée. Et comment faire quand on n'est pas forcément en nombre pour répondre là, quand on a le groupe à s'occuper et qu'on voit cet enfant qui est vraiment en souffrance au milieu du groupe. Oui. Alors la situation, c'est un enfant qui à un moment donné, on sent bien qu'il aurait besoin de calme, donc Oui. d'être un peu mis à l'écart, hein, qui aurait besoin là d'être au calme par rapport au groupe, au Mmh. collectif, qui aurait besoin de proximité aussi, Déborah? Certainement, oui. Mmh, mmh, mmh. On sait que, on sait que ça va avec, hein. On sait que chaque fois qu'on a, un enfant qui est dans l'inconfort, évidemment, alors je vous les ai listés, ah bah, peut-être sur cette première vignette, on l'a déjà un petit peu. Heu, le prendre dans les bras dès que possible, se rapprocher, faire un portage psychique, hein, à savoir, de l'affection, de la douceur, de la présence, même à distance, ça c'est possible. Donc là, on va revenir, Déborah, sur ce que tu proposes, hein, comment on fait entre le collectif et l'individuel. Proposer de la proximité au temps fort de la journée, maintenir le lien à distance par le regard, la parole, le sourire, mettre en place un relais avec un collègue quand c'est possible. On est toujours d'accord, hein, les collègues, sur le fait que les propositions qu'on se fait ou qu'on se liste, il n'y a rien de neuf sous le soleil, vous le faites déjà évidemment. C'est juste que pour moi, de les rassembler, de les nommer, Heu, c'est aidant parce que des fois, il y a, tel ou tel geste auquel je ne pense plus forcément étant prise dans la situation. Donc là, pour tout comportement inadapté, à chaque fois, on va procéder à la même chose. On se rapproche, on rassure, on contient, on revient au calme. Ça, c'est valable avec tous les enfants et c'est valable évidemment en bouchée double avec, des situations plus inconfortables ou avec des enfants qui ont des problématiques plus singulières. Est-ce que, avant que je, hem, fasse mes propositions en lien avec cet ouvrage et ma pratique, est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent répondre à Déborah ou en tous les cas nous partager, comment vous faites vous, quand effectivement il y a, du groupe, du manque de personnel et un enfant qui a, besoin, à ce moment-là hem, d'être tranquillisé. Comment vous faites concrètement les collègues? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes là? Juste pour dire ce que ah pardon, vas-y Christelle. Non, non, vas-y, pas de souci. Non, juste pour dire ce qu'on peut déjà, enfin ce que nous on a pu déjà essayer, qui peut fonctionner, mais qui est pas forcément, pour tous les enfants. C'est vrai que ressortir les poussettes, hein, même quand les enfants sont plus grands et proposer une tente, voilà, pour qu'il y ait vraiment un lieu, ou même un carton. La psychologue nous avait proposé, de faire avec les moyens du bord, hein, comme des petites cabanes, des choses comme ça, mais bon, ça fonctionne pas forcément avec tous. Oui, 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 évidemment, hein, l'espace de repli, hein, la Oui. cabane, les draps avec des, pinces à linge. On est d'accord que la cabane, ça fonctionne pour tous les enfants sans distinction. Ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, c'est toujours effectivement un espace refuge. Christelle, tu voulais intervenir? Oui, vous m'entendez là, du coup? Oui, très Oui. bien. Non, je voulais dire peut-être que effectivement, mais après tout dépend les espaces, comment ils sont pensés dans les EAJE. Mais s'il y a un espace, moi je vois là au Renardeau, on avait fait un espace style, enfin inspiré de Snow Hélène. Donc après, effectivement, si par rapport au nombre d'encadrants,
si c'est pas toujours faisable de pouvoir se détacher, mais en tous les cas, si ce jour-là, on va dire qu'au niveau des effectifs, c'est un petit peu short, c'est de s'entendre avec la collègue, de dire, bon, ben voilà, je prends l'enfant qui a besoin d'un temps un peu plus calme et peut-être de voir d'autres enfants calmes qui ne sont pas agités ou quoi que ce soit et pour soulager aussi la collègue, de prendre peut-être trois, quatre enfants. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction des effectifs, du nombre d'enfants présents et des professionnels présents dans le service. Mais en tous les cas, voilà, ça peut être aussi pensé comme ça, de se dire, bon, ben, je prends l'enfant avec un petit groupe d'enfants calmes, parce qu'effectivement, si l'enfant a besoin de calme ou quoi que ce soit, c'est pas en prenant les plus turbulents que ça va l'apaiser. Mais voilà, après, ça peut être une solution s'il y a un espace qui offre cette possibilité aussi, quoi, ou un autre espace. Oui, oui, Christelle. Et qu'est-ce que tu disais par rapport à la poussette? Qui ça, moi? Oui, J'ai ah pas, non, non, je n'ai pas parlé de poussette. ah, c'est Déborah qui parlait de la poussette tout à l'heure. Oui, on a observé que ça pouvait répondre à la poussette, ça pouvait répondre à des besoins. En fait, l'enfant est quand même au milieu du groupe, mais un petit peu surélevé. Il peut observer et il se sent en sécurité. Et les autres enfants ne l'approchent pas trop. En fait, il est comme dans une petite bulle. Et certains enfants aiment bien être comme ça, contenus. Contenu. Oui, c'est ça, c'est contenant la poussette. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Et ça permet un temps de repos, mais pas comme dans un lit. Enfin, voilà. Oui, 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 oui. Un temps de refuge. Oui, ce qui est intéressant avec la poussette, c'est que du coup, ça peut être, il est dans son cocon, on va dire, mais il peut être au milieu du groupe ou en tous les cas très à côté du groupe, hein. Il est pas mis à l'écart. Il y a Cécile: «Mon micro ne fonctionne pas, mais en 2 mots, parfois on peut proposer un coin de jeu que pour lui un coin de jeu que pour lui, à distance du groupe, ou ouvrir une pièce avec libre accès sans danger, en pouvant garder toutefois un œil sur lui et des jouets qu'il apprécie.» On a effectivement donc, on est de plus en plus au courant aujourd'hui que, tout ce qui va être matériel, sensoriel, hein, peut être extrêmement, aidant pour venir, apaiser, rassurer, l'espace refuge. Hem, donc tout ce que vous faites déjà. Après, Déborah, moi, ce que je voudrais rappeler aux collègues, c'est que à partir du moment où on démarre la journée avec un manque de personnel, par exemple, on est de toute façon sur une journée insatisfaisante. Et peut-être que par rapport à ça aussi, il y a, comment dire? Pour essayer de le subir le moins possible, de la subir le moins possible, cette insatisfaction, heu, l'accepter en se disant: «Bon, aujourd'hui, effectivement, on est, 3, au lieu de 4 et donc du coup, on peut pas proposer, à 3 ce qu'on propose habituellement, à 4.» C'est un état de fait, c'est une situation qui ne nous appartient pas, dans laquelle on doit, avec laquelle on doit, composer. Donc c'est juste pour rappeler qu'il y a de l'insatisfaction avec laquelle on risque de traverser la journée. D'où, à mon sens, pouvoir venir aussi, être attentive à la prendre en compte, cette insatisfaction, parce que là encore, en fonction de comment je vais pouvoir composer moi avec moi et cette insatisfaction, du coup, je vais pouvoir être, un peu plus satisfaite de ce que je propose aux enfants. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Oui, Et c'est pour ça, Déborah, que à ce moment-là, pour moi, la dimension de l'ocytocine, elle m'est, impérative. C'est-à-dire que, voilà, si je caricature, mais pas tant, hein, c'est vos contextes de travail. Allez, j'ai un groupe de 15, je vois, petit Paul et Kenza qui, je les vois, je les ressens, ils sont pas bien du tout. J'ai le groupe aussi qui est agité, qui est collectivement là, pas super serein. Et je sens la tension en moi, je sens que ça monte, je sens que ce qu'on va proposer, ça va pas être satisfaisant. Bref, je peux rapidement, toute seule avec moi-même, monter dans cette spirale-là en pensée que ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Et en effet, ça va pas le faire. Si j'arrive alors ça, c'est de la pratique, ça se muscle, hein. Si j'arrive
rassurer, OK, le contexte, il est pas top. OK, c'est pas comme ça que je souhaite travailler, mais ça n'empêche que dans ces conditions-là, et ben, ce qu'on va faire, on va le faire de notre mieux et que j'en suis convaincue et que là, du coup, je repars sur j'envoie du bon. Je m'envoie du sourire à moi-même, j'envoie du sourire aux enfants. Peut-être je revois, le programme de la journée à la baisse. On s'en fiche de ça. C'est pas grave si on avait prévu telle ou telle activité, mais que là et nous professionnels et le groupe, on a besoin de réajuster les activités parce que là, il y a besoin de favoriser, un retour à la détente. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que c'est envisageable ce réajustement, et là, c'est vrai, hein, mon parti pris, c'est vraiment un réajustement à partir du ressenti des professionnels. Moi, je suis convaincue que si on n'est pas satisfait, que si on est, agacé et tendu, on ne peut pas proposer aux enfants qu'on accompagne là un peu de détente dans ce contexte. Est-ce que ça vous Oui, ça parle, hein. C'est sûr que si on s'auto positive, on va dire, hein, et que d'un coup, on se simplifie un peu les activités, enfin, oui, on est moins exigeant en fait sur les propositions, mais on va faire vraiment des choses très simples, des petites rondes, des jeux de cacher-coucou, dada sur le cheval, enfin des choses vraiment très très simples qui les enfants, ça les émerveille tout autant que de sortir de la peinture ou des choses plus compliquées. Euh, c'est satisfaisant très rapidement en fait. oui, Et oui. cette ocytocine, elle se libère rapidement. Ouais. Oui, c'est ça et c'est exactement ça, Déborah, c'est revoir nos exigences à la baisse, revenir à du simple quand c'est, nécessaire. On revient à du simple et avec les enfants, c'est facile effectivement, hein, plutôt que l'activité peinture, on bascule sur de la comptine ou sur une histoire ou sur de la marionnette ou je ne sais quoi et ils sont contents et il y a pas de pression du coup. Il y a pas de pression sur l'organisationnel, il y a pas de pression sur ce qu'il y a à produire, il y a pas de pression sur le timing. Heu, oui, elle est très importante cette dimension-là de pouvoir, réajuster. Alors il y a Marine, hem, Marine, j'avais aussi envie de parler de la notion d'agressivité des enfants les uns vers les autres. Alors, quand intervient la fameuse morsure à expliquer dans l'après-temps aux parents, OK. Alors attendez Marine, je relève déjà ce que vous avez noté. Ensuite, accompagner les équipes afin de ne pas mettre l'enfant à l'écart du groupe, tout à fait. Et ne pas passer dans le côté punitif qui est parfois choisi, notamment en cas de manque de personnel. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Marine, votre micro, il ne s'ouvre pas? Si, si, mon micro, il est capable de s'ouvrir, il n'y a pas de souci. C'était juste pour pas oublier ce que j'avais à dire. D'accord. Vous m'entendez du coup? C'est bon? Parfaitement. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir et parfois, bah, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment bien accompagner les équipes parce que parfois, c'est aussi leur propre pulsion qui vont intervenir quand se passe ce genre de situation. Et il y a comme ce besoin en fait de mettre en sécurité les enfants les uns envers les autres. Et parfois, voilà, on peut retrouver des comportements qui consistent à mettre l'enfant agresseur à l'écart, pas longtemps. Voilà, c'est jamais, hein, voilà, on rentre jamais dans des choses très, très importantes, notamment en termes de temporalité. Mais c'est vrai que parfois ça peut intervenir et alors que bon, avec une verbalisation, avec une explication, avec le fait de pouvoir mettre l'enfant du coup en empathie vis-à-vis de l'autre, en lui montrant physiquement ce que ça a pu faire et générer en termes d'émotions, pour travailler toujours cette notion d'empathie, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué à accompagner et voilà, parce que c'est un peu contre-intuitif pour certaines personnes de susciter finalement autre chose comme solution.
Oui. Et voilà, donc moi, c'est une question qui revient souvent, l'agressivité, dire que finalement, c'est pas intentionnel, que voilà, c'est une décharge de tension qui s'exprime maladroitement et que finalement, voilà, faut pas le prendre avec nos yeux d'adultes, mais plus essayer d'accompagner l'enfant pour l'aider à se réguler et à comprendre finalement petit à petit que ce comportement n'est peut-être voilà, n'est pas satisfaisant en tout cas pour l'autre enfant qui a été victime. Et voilà, il y Oui, a toujours cette notion de parent aussi, vous voyez, à justifier auprès du parent aussi, l'enfant qui s'est fait mordre. Ça génère beaucoup d'angoisse, en fait, tout ça. oui, 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 oui. Oui, la question de la morsure, elle reste, effectivement, elle nous met, en difficulté. Alors donc il y a, cette question-là est abordée, hein, dans Oui, l'ouvrage d'Héloïse Junier. effectivement. Alors, avant voilà, d'apporter un regard là-dessus, les collègues, comment ça se passe pour vous dans vos structures et effectivement, comment vous vous dépatouillez avec cette question-là de la morsure? Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager, alors soit que effectivement vous avez la même observation que Marine, à savoir, bah, vous restez, ça reste quand même compliqué à accompagner ou non, vous avez réussi à trouver, relatif équilibre dans l'accompagnement et de l'enfant, qui est mordu et de l'enfant qui a mordu? Je crois que la difficulté, elle est à ce niveau-là, elle est sur le regard qu'on va porter sur l'un et sur l'autre et qu'on le veuille ou non, notre réflexe humain, c'est de porter un regard, négatif sur l'enfant qui a mordu et un regard évidemment, empathique sur l'enfant qui est mordu. Or, il me semble que l'enfant qui a mordu a tout autant besoin d'empathie Bien et sûr. de douceur, hein, Tout à fait. et même encore davantage d'un accompagnement précis. J'ai envie de dire avec l'enfant qui est mordu, on sait faire. Avec l'enfant qui a mordu, c'est là où ça se complique et ça se complique parce qu'on a des affects. Parce que justement, on n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Alors Cécile, actuellement, nous sommes dans le vif du sujet. Un enfant est à 20 à 30 tentatives de morsure par jour, ah oui, ce qui est énorme. Nous avons pris en charge l'enfant mordeur avec un accompagnement d'une professionnelle toutes les 30 minutes. Hem, Cécile, je crois que c'est vous, hein, votre micro ne fonctionne pas? Ouais, ah, c'est dommage. Alors, du coup, bah, je vais essayer de restituer votre propos. Alors, nous avons pris en charge l'enfant qui a mordu avec un accompagnement. Alors, un accompagnement d'une professionnelle toutes les 30 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, on est dans la proximité de cet enfant par une professionnelle, toutes les 30 minutes. On a reçu les parents avec la psycho et nous avons mis des affichages pour, les parents. Des affichages, c'est-à-dire, Cécile? Des affichages, de prévention sur la morsure ou des oui, en lui proposant des interactions avec nous et les autres enfants. OK. Alors, en tous les cas, ce que je comprends, qui est-ce qui lève la main? Alors, je crois que quand on lève la main, si la personne qui lève la main peut se manifester par chat, alors Alors, dés oui? comment on fait? Vous m'entendez? Oui, tout à fait, Ah, Véronique. c'est Nathalie. Bonjour. Bonjour, Bonjour. ça Bonjour. s'affiche Véronique, mais du coup, c'est Oui, c'est Nathalie, c'est ça, ça? c'est OK, Nathalie OK, qui parle. OK. Enchantée, Alors, Nathalie. bonjour. Alors, quand il y a un mordeur et un mordu, on prend les deux et le mordeur met la crème sur là où le mordu, c'est on met la crème et tous les deux sont pris en charge par un adulte qui rassure l'un et l'autre. Oui, oui, Et c'est vrai qu'aussi que quand on propose des ateliers, on prend stratégiquement les groupes en séparant certains enfants qui sont ensemble, mais ça tourne mal assez vite. Donc, on fait des petits groupes en les séparant déjà d'emblée. est-ce que vous avez pu repérer, justement, ce qui peut provoquer la morsure chez un Oui. enfant? Là, quand vous dites, Les jeux. Très on souvent, c'est anticipe les jeux. oui,
Et comme je suis chez les grands actuellement, et c'est vrai que très souvent, c'est « Ah, mais il m'a dit que j'étais un bébé, l'autre, tout de suite, c'est des morsures ou il s'attaque, il se tape dessus. D'accord, d'accord. Donc Pas vous forcément les jeux, mais c'est vrai qu'il y en a. d'accord et alors vous proposez à l'enfant qui a mordu de venir, faire le soin, Soigner, hein, c'est ça? C'est soigner super le mort. intéressant ça, hein, Ouais. vraiment. Eh oui, Ils sont oui. empathiques, en fait. On voit bien que quand il met la crème, cet enfant, souvent on voit le visage qui change. Eh oui, eh oui. Il Exactement. est un peu triste. Et puis, c'est vrai que je ne dis pas forcément, dis-lui pardon, mais c'est vrai que je les prends tous les deux et j'ai tendance à lui demander, tu me donnes un coup de main maintenant pour le soigner, il faut que tu me mettes la crème. Oui. Comme ça ira mieux. Et puis, du coup, voilà, donc, et c'est Est-ce reparti. est-ce qu'il y a d'autres collègues qui pratiquent ça, cette façon-là d'inviter l'enfant à venir soigner? Parce que c'est vrai que le réflexe jusque-là, ce qu'on entend généralement, c'est: «Tu t'excuses, tu dis pardon» et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont cette, expérience d'inviter l'enfant à venir soigner l'autre? Non, mais par contre, est-ce que l'enfant, je m'interroge, celui qui se fait soigner, il a toujours envie que l'autre s'approche ou il y a quand même une petite réticence, Nathalie? Non, parce qu'il est dans les bras, il est dans notre bras, donc le mordu est dans notre bras. D'accord, Et il est rassuré, et il se laisse faire. super. Il n'y a pas de Oui, ça crée une réticence. nouvelle relation en fait. Oui. Et aussi, donc, on anticipe quand on prend les groupes, quand on propose les ateliers, et on anticipe déjà qui on prend, de sorte à séparer certains enfants quand ils sont ensemble, c'est la bagarre, pour éviter en fait la tension. Voilà. Après, moi, j'avais envie d'intervenir, mais bon, du coup, vous m'avez un peu devancé. Alors après, effectivement, d'intervenir avec toute la bienveillance, autant auprès de celui qui a été Bien sûr. mordu que celui qui a mordu. Mais effectivement, c'est vrai qu'on entend souvent excuse-toi ou quoi que ce soit, mais le petit qui vient d'être mordu n'a pas forcément envie d'entendre les excuses de celui qui a mordu. Mais voilà, après, ça rejoint un petit peu ce que demandait, je pense que c'est Déborah qui a demandé, est-ce qu'effectivement, si celui qu'on invite à, à prendre soin de l'autre, est-ce qu'il a réellement envie aussi de se faire soigner par celui qui l'a mordu, quoi. Mhm. Voilà, c'était juste la petite Eh, question, mais après, effectivement, d'être très bienveillant, autant avec celui qui a mordu, parce que il a des choses à exprimer qu'il n'arrive pas à exprimer, et c'est le seul moyen qu'il ait trouvé, en tous les cas, de montrer un désaccord ou peu importe, mais en tous les cas, c'est le seul moyen qu'il ait trouvé jusqu'à maintenant. Après, j'ai envie de dire, des fois, c'est les parents de l'enfant qui est mordu, parce que nous, je sais, une fois, on avait eu cette problématique d'un petit garçon qui mordait tout le temps la même petite fille. C'était systématique. Donc, c'est vrai que la maman, au bout d'un moment, elle en a eu un petit peu marre de récupérer sa petite avec des morsures, parce que c'était quand même plusieurs fois dans la journée. Mais voilà, après, ça a été d'accompagner cette maman aussi, de lui expliquer que si l'enfant qui mordait, voilà, c'était parce qu'il n'avait pas encore acquis le langage et qu'il avait besoin d'exprimer des choses, et que pour le moment, c'est le seul moyen, en tous les cas, qu'il avait trouvé. Mais c'est vrai que pour les parents de l'enfant qui est mordu, c'est difficile à entendre, même si voilà, on a essayé Quand c'est de répétitif, hein, Oui, voilà, quand c'est c'est encore répétitif, on plus dur. entend, c'est sûr que c'est pas très plaisant de récupérer. Donc après, c'est voilà, ne vous inquiétez pas, on est super vigilant, mais c'est vrai que des fois, ça va tellement vite aussi quand ils sont vraiment à proximité l'un de l'autre ou quoi que ce soit. On peut pas non plus à chaque fois, si c'est des enfants qui jouent ensemble, de les séparer parce qu'il y a ce risque de morsure. Donc ouais, pour les parents, des fois, c'est délicat à expliquer que son enfant a été mordu de façon répétitive, quoi. Alors, mais moi, bon. c'est rigolo parce qu'il y a un cas d'un enfant ici, il y a quelque temps, il mordait beaucoup le même enfant et il se trouve que les parents étaient amis et se retrouvaient au parc. Mais c'est que les enfants, ils se sont mordus aussi au parc. Donc, ça nous rassure, c'est pas qu'à la crèche. Même avec la présence du parent, ils peuvent, le même Après, des enfant fois, peut mordre. expliquer à l'enfant qui mord, de lui dire, bon, bien sûr, de lui signifier que c'est interdit.
mais que ces dents, elles peuvent servir à autre chose, à croquer dans la pomme, voilà, mais qu'elles ne sont pas faites pour croquer le petit copain. Non, non. Oui, détourner, Christelle, effectivement, l'utilisation. Alors, je voudrais juste souligner parce que, tu dis une petite question, mais c'est pas une petite question, je trouve que c'est une question essentielle de le fait de demander à l'enfant, évidemment. Demander à l'enfant, qui s'est fait mordre, qui a mal, ne serait-ce que si là, tout de suite, il a envie que, l'enfant qui l'a mordu, qui lui a fait du mal, se rapproche de lui C'est et ça. ça Oui. hein? Et ça peut être non, dans un premier temps. Enfin, ça, Oui. c'est un réflexe complètement humain. Quand on nous a fait mal, des fois, il va nous falloir un peu de temps, pour avoir envie de recôtoyer l'autre. Donc cette question-là, effectivement, elle est essentielle dans cette pratique, alors on est d'accord, là, ça paraît évident, mais je crois que, on c'est pas encore inscrit dans nos sociétés de passer par le corporel plutôt que par le mot et on se rappellera que, les tout petits, ils ont une plus grande expérience du corporel que du verbal. Donc c'est vrai que, c'est plus efficace de venir, solliciter l'empathie de l'enfant qui a mordu en venant lui faire, toucher ou au moins se rapprocher, assister à, ce qu'il a produit. Hein, ça a plus de valeur que les mots, hein. «Excuse-toi» ou là aussi on sait que pour du petit, de 2, 3, 4, Moi, ça n'a pas de sens, quoi. ça n'a pas de sens, exactement. Mais par contre, en prenant bien en compte effectivement, la volonté des 2 enfants là pour le coup, Mmh. hein. Là aussi verbaliser systématiquement de toute façon quand on va, toucher ou qu'on va, amener un enfant à faire quelque chose, voilà, on l'invite, hein, on lui impose pas. Donc c'est pour ça Déborah et Christelle, je voulais rebondir sur, là-dessus. Alors, précédemment, il y avait aussi de la part de Marine, la question de, l'enfant à l'écart. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu France Inter ces derniers temps, mais on avait la présence de Caroline Goldman, que j'ai découvert moi il y a peu, la fille de Jean-Jacques, Oui, psychologue oui. et qui défend un point de vue. Elle est pas toute seule et je trouve que là, on est au cœur de ma fenêtre entre, justement, qu'est-ce qu'on continue à dispenser en termes de pratiques éducatives qui se font depuis, la nuit des temps et qu'est-ce qu'on vient, modifier, réajuster? Et donc Caroline Goldman préconise le mot m'échappe, il y a un mot en anglais qu'ils utilisent un peu là, pour dire quand on met l'enfant à l'écart. Ça vous parle? En tout cas, son livre, c'est File dans ta chambre. Bon, ben, voilà. Ouais, Voilà et il y en a qui voilà. disent hors-jeu, je crois. J'ai déjà entendu Heu, ça. T'es hors-jeu, oui, qu'est-ce que j'entends comme Elle expression? moque. oui et puis ah oui, il m'échappe. Alors c'est marrant, c'est parce que je dois le censurer parce que je l'avais encore, en tête, là, ces derniers jours, mais là, ce matin, il m'échappe. Avec out, hein, évidemment, pour dire, Time out, je crois. time Emma a out. marqué. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Merci Emma. Le time out, exactement. Bon, voilà. Alors donc, l'heure est au débat. Chacun en pensera, ce qu'il veut. Mais là encore, c'est vrai que, la question de la mise à l'écart dans ce que ça produit, sur le cerveau, sur les connexions neuronales, sur l'ocytocine et cetera. Évidemment, des personnes comme, Héloïse Junier, Catherine Guéguen, ne préconisent pas du tout ce type de pratique. Hem Là, alors pour celles qui me connaissent en formation, c'est que pour moi le langage est très important. La façon qu'on va avoir de nommer, c'est la façon qu'on va avoir de penser et de travailler. Hem, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu vos expériences et vos avis sur, cette fameuse question de la mise à l'écart de l'enfant? Est-ce que vous avez d'autres façons de le formuler aussi? Parce qu'on sait que l'enfant n'a pas toujours besoin d'être dans le groupe. On sait que le groupe ou un petit groupe d'enfants peut avoir Nous, une besoin. fois, je me rappelle, on avait une Ah, fille
Elle nous avait préconisé, quand c'était comme ça, de s'asseoir avec l'enfant déjà, de jamais le laisser seul. Seul, De oui. lui signifier que, ben, là, je vois que soit tu es fatigué, soit tu es énervé ou quoi que ce soit. Eh bien, on va s'asseoir tous les 2. Tu vas soit te reposer, enfin bref, quoi. Oui, Mais comme elle disait, pas plus de 5 minutes et surtout de toujours rester avec l'enfant en étant toujours, ben, en faisant preuve de bienveillance et d'empathie vis-à-vis de cet enfant, même si effectivement il a pu avoir un comportement inadapté, quoi. oui, oui et Oui, oui, je crois qu'on aussi on pouvait dire, bah, tu n'es pas prêt à être avec les autres pour le moment, on va rester tous les 2. Oui, c'est ça, vraiment de lui signifier que le collectif pour le moment, c'était compliqué pour lui. oui, oui. Alors là aussi sur la formulation, Déborah, on peut, passer de «tu n'es pas prêt» à «il semble que tu aies besoin». Oui, Parce que, là, c'est vrai que, j'en on parlais n'est pas sûr. avec un collègue la dernière fois qui avait un enfant comme ça de 8 ans qui s'exprimait très, très peu en accueil de loisirs et qui avait besoin de se retrouver seul, de jouer seul et cetera et le collègue avait cette, impression ou en tous les cas cette projection que quand il était seul, il était pas bien. Alors il a eu l'idée de lui demander et en fait, l'enfant, donc là, à 8 ans, on est bon, hein, c'est plus facile que sur du tout petit, de lui dire: «Et toi, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que, comment ça se passe pour toi à l'intérieur de toi? Quels besoins tu as?» et en tous les cas, quand on, fait le choix d'écarter l'enfant du groupe, on peut être sur cette hypothèse, hein, de lui dire: «Là, il nous semble qu'effectivement, tu as besoin de pouvoir, être un petit peu à distance des copains». Par contre et c'est là où le débat est au cœur d'aujourd'hui, c'est ne pas laisser un enfant seul. Parce que c'est ça qui est Mmh. source d'angoisse, hein. Donc le fil dans ta chambre, il est, il est discutable à ce niveau-là, en fait, hein. Oui, parce qu'il y a cette notion un peu d'humiliation aussi, hein, enfin, Oui, Et souvent les pleurs qui s'y rattachent. C'est-à-dire que pour avoir vu des situations régulièrement traitées de cette façon-là, l'enfant mordeur qui ne comprend pas forcément, même si c'est verbalisé, voilà, lui aussi il est pris dans cette émotion parce que c'est bien un excès de tension vraiment qui l'a fait agir de cette manière-là. Donc en fait, souvent il y a les pleurs qui s'y rattachent et une forme d'incompréhension, une forme de... Et c'est pas facile à accompagner pour la professionnelle qui a pris cette décision-là, qui peut effectivement être intéressante pour laisser quelque part l'émotion redescendre et permettre à l'enfant de s'apaiser tout en continuant à être proche de lui. Mais c'est vrai que on a l'impression que l'enfant, bah, il décharge, du coup, il pleure, il y a une forme de décharge, mais que c'est pas, comment dire, c'est comme quelque part, c'est pas très bien compris ni très bien vécu à ce moment-là. Voilà. C'est l'observation que j'en ai régulièrement. j'ai pas compris Marine. C'est pas très bien compris, très bien vécu, De la part de l'enfant. le fait de Le fait voilà, d'être mis un temps à l'écart du groupe s'il a mordu. eh oui, C'est pas très bien vécu et avec des tentatives même du coup d'échapper à la vigilance de l'auxiliaire pour repartir dans le groupe. Enfin, on sent vraiment que c'est, même si c'est parfois bien verbalisé et que voilà, je sens qu'à ce moment-là, l'auxiliaire, il met un sens et pourquoi pas, voilà, et pourquoi pas, si c'est bien exécuté, si l'enfant ne reste pas seul, mais on sent que c'est pas plaisant, mmh, mmh mh. on sent que c'est pas forcément compris, enfin, je pense qu'après, c'est du cas par cas aussi, hein. Oui, oui. Euh, Oui, 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 on est bien d'accord qu'il y a ouais. absolument aucune recette. C'est juste que nos observations vont aussi nous permettre de voir ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, Mm, ce qui génère de la tension et ce qui n'en génère pas, ce qui mm, permet voilà et c'est à partir de ça qu'on va construire nos réponses. Alors, Cécile, là, on a un cas d'école là, un cas particulier avec cet enfant là qui mord, 20 à 30 fois par jour. C'est dommage, Cécile, elle ne peut pas avoir son micro, d'ouvert. En tous les cas, ce qu'on ressent bien là, c'est, toute la mobilisation, de l'équipe, des professionnels pour accompagner,
cet enfant. Alors là aussi, hein, en interrogeant évidemment le sens de chaque pratique qu'on va mettre en place, je crois que c'est ça déjà qui est aidant et soutenant pour cet enfant. C'est que ça mobilise tout un tas d'adultes pour pouvoir l'aider au mieux parce qu'on est bien d'accord que, l'enfant qui mord est en grande difficulté. Parce qu'effectivement, le risque premier, ça va être qu'il soit exclu à un moment donné, si on est sur une répétition comme ça et sur de la blessure des autres enfants, donc lui, il est absolument effectivement à prendre en charge, au mieux possible. Alors Cécile, toute l'équipe et les parents sont mobilisés autour de cette situation et ce mal-être. Bah, voilà, c'est ça qui est super. L'enfant qui mord avait besoin qu'on l'aide et qu'on l'accompagne dans cette frustration à s'exprimer. Je crois qu'à partir du moment où les professionnels et l'équipe réussissent à être dans cette intention. Marine, je crois qu'il y a du bruit autour de vous, merci. À partir du moment où l'équipe arrive à être dans ce regard positif selon lequel l'enfant qui mord est un enfant en souffrance, du coup, on est bon, la résolution est pas loin du tout. Voilà, Et l'enfant d'ailleurs puis maintenant Stéphanie, hein, oui, au début de ton flash, quand tu parlais justement de d'éthologie, d'anthropologie, la morsure, est-ce que on dit qu'un enfant, enfin, au temps de la préhistoire ou tout ça, est-ce que les enfants mordaient déjà? Enfin, est-ce que du coup, enfin, j'imagine que c'est complètement naturel finalement, selon dans quel environnement il vit, les situations qu'il peut vivre. Comme on dit, c'est son moyen d'expression. oui, Et à l'échelle voilà, de la race, en fait, de l'espèce humaine, etc., si on se compare aux animaux, finalement, c'est juste normal. oui. Mais du coup, c'est nous, en tant qu'adultes, où c'est compliqué à vivre avec, en fait, peut-être, je sais pas. Oui, entièrement d'accord, Déborah. Et si, alors moi, j'ai pas du tout de connaissances éthologiques. Et puis alors là, sur l'historique de la morsure, j'en ai aucune idée. Par contre, là où je peux le transposer, c'est de dire que ce qui est certain, Déborah, c'est que le tout petit, il découvre le monde avec sa bouche. C'est ça. Donc, et voilà, et on sait bien là que cette approche-là, c'est comme ça qu'il va explorer. Alors il se trouve que dans la bouche, il y a les dents et qu'en fonction de leur âge, effectivement, heu, ça, voilà, on peut en arriver à la morsure. Mais alors sans aller à dire que la morsure, c'est une façon d'explorer le monde. Non, c'est que effectivement la découverte du monde se fait par la bouche et que on sait bien aussi que le tout petit, il gère pas bien sa force, on sait bien que, c'est à ce moment-là où il est en train d'apprendre, hein, que l'autre est un autre, quand j'appuie de cette façon-là, ça fait mal et donc on va dire, au niveau de la bouche, c'est la même chose, hein. Il gère pas forcément la force des dents qui appuient. Combien d'enfants ont, c'est un long chemin avant d'utiliser la bouche pour faire un bisou. Et là aussi, avec des tas de facteurs et des tas de paramètres d'accompagnement. Je crois que ce qui est difficile, c'est notre représentation, négative et l'affect qui va avec. Alors là, je parle vraiment à titre, personnel, hein, c'est que quand on fait du mal à un autre, quel que soit celui qui a fait mal, pour ma part, en tous les cas, je ressens un affect négatif. Et c'est avec ça, je trouve qu'il est, important d'essayer de s'aménager. Parce qu'à partir du moment où j'arrive à ne pas ressentir moi-même de la colère, ou de l'agacement avec l'enfant qui a fait mal, du coup, je peux bien l'accompagner et mettre en place, bah, tout ce que vous avez, listé depuis tout à l'heure. Stéphanie, Oui, Christophe? alors, en termes d'observation, euh, cet enfant ou ces enfants mordeurs, est-ce que vous pouvez localiser dans le temps, dans l'espace-temps, à quel moment de son temps de crèche ou autre, euh,
met à mordre. Dans le sens où, moi, notamment, je rééduque la bouche par le mouvement de tout le corps, notamment les pieds. Et donc, c'est le mouvement. Est-ce que cet enfant mordeur, douce, à faire autre chose de son corps et de son énergie, ce serait de le faire bouger davantage. Donc, de penser à l'équilibre de la psyché humaine, du petit enfant en particulier, le mouvement. Donc, a-t-il assez bougé pour éviter de mordre? C'est un petit peu ça l'orientation que je donnerais. Est-ce que vous pouvez voir si ça se produit, par exemple, jamais quand il y a une activité de mouvement, activité donc et est-ce que ça se produirait plutôt ces morsures dans une activité entre guillemets plus calme, où là, son énergie, malheureusement, elle est trop surabondante et elle s'exprimerait mal par la morsure. Repérer, Christophe, ce qui déclenche. Repérer le contexte et repérer. C'est ça que vous proposez? Oui, et voilà, et surtout penser à l'aspect mouvement qui vient calmer. Moi, je libère une bouche par les pieds, par le mouvement des pieds, des jambes. Donc, est-ce que vous pourriez penser à faire marcher davantage, à faire donc bouger davantage cet enfant en particulier, voilà une partie dynamique, Oui. qui pourrait justement, il pourrait donc répartir son énergie dans tout son corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Oui. Faire permettre effectivement que ça s'exprime autrement, physiquement et passer par le corps, par les jambes, etc. C'est ça? D'observation, c'est souvent sur des enfants qui ont le langage, un manque de communication, un manque de parole. Ils s'amusent, ils se disputent, ils veulent un jeu et au lieu de discuter, ben, on se mord, on se tape. Et là, le fait de nous, l'adulte, verbaliser, de leur dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas parlé? Parlez-vous, vous savez parler? Ben, ils nous regardent avec des yeux tout ronds et il y a un manque de langage vraiment dans les grands, en fait. Bon, les bébés ne parlent pas, mais si on leur parle, on écoute. Mais le manque de communication entre eux, elle est flagrante, quoi. Okay. Alors, j'ai une nouvelle piste pour toi, Christine. C'est le langage des signes que l'on réussit à apprendre aux enfants non-verbaux. Donc, entre 0 et 3 ans, ils sont capables, parce que c'est leur mode d'expression naturelle et accessible à ce moment-là, logiquement. Donc, on va dire que la communication par les signes, donc on a la chance en France d'avoir la langue des signes française, et je ne sais pas si quelques-unes parmi vous a déjà acquis ce langage des signes, et on obtient donc, pour ces enfants qui mordent par absence de possibilité de communiquer verbalement, peut-être qu'aussi ce serait un autre moyen de trouver un mode de communication à sa portée. Dans les crèches, il y a quelques crèches qui sont initiées. Sur les tout petits, ça fonctionne très bien, mais c'est surtout sur les enfants qui ont déjà le langage. Qui ont déjà le langage, qui sont en capacité de s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent, d'exprimer leurs besoins, ils ne le font pas. Entre eux, ils ne se parlent pas. Et oui, parce on est au début aussi, Christine. La chose première qui leur vient, c'est de mordre ou de taper. Oui, le réflexe. Donc ça, si on n'a pas bien observé la scène, on peut penser que c'est des disputes gratuites, mais il y a toujours une cause, en fait. Oui, bien sûr. Et où parfois ça peut pêcher aussi, c'est que les agents, les adultes autour d'eux, ne verbalisent pas et ne leur expliquent pas suffisamment aussi la situation. Voilà. Oui, ne pose pas forcément clairement, tu veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as tapé? Est-ce que tu lui as pris? Voilà. Et entre eux, après, et puis il y en a toujours un troisième qui arrive et qui dit ah oui, mais moi je voulais, et qui nous explique la situation. Et là, prendre le temps de discuter avec eux de ces situations qui montent vite, qui prennent vite Oui. Oui, entièrement d'accord, Christine. Je crois qu'on a toujours raison à partir du moment où on va prendre le temps sur une situation problématique
Et là aussi, hein, par moment, la situation problématique, le réflexe, c'est d'avoir envie qu'elle s'arrête le plus vite C'est possible, ça. c'est de l'éviter, et cetera. Alors que, le ne pas s'y arrêter pour X raisons et des raisons qui sont, souvent légitimes, va faire qu'on va, favoriser à ce qu'elle se répète. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les pros, elles sont fatiguées, elles sont toujours pas dans la posture où elles arrivent avec le smile le matin et elles savent très bien que ça va être encore une journée compliquée avec les enfants qui sont déjà identifiés. Donc, c'est vrai que quand arrive une bagarre, souvent elles les séparent et encore, et c'est toujours. Voilà, alors je caricature un peu, hein, mais. Et malheureusement, souvent, il y a un manque de communication entre les petits entre eux, mais aussi les grands avec les petits. Eh oui, eh oui, oui. Parce Ah, que c'est une fatigue, une lassitude, voilà, un contexte qui est compliqué, mais c'est vrai que essayer de leur faire entendre et voir qu'en discutant et en passant un peu plus de temps à s'intéresser vraiment à ce qui s'est passé, ça fait peut-être perdre du temps sur le moment, mais ça fait gagner sur la journée des petites situations comme ça. Et après, petit à petit, elles sont plus légères, quoi. c'est clair, c'est Oui. clair. Et Est-ce, il y a oui, Christophe? oui. Est-ce que mon son est meilleur ou c'est toujours pire? Toujours C'est mauvais? c'est pas top. C'est pas top. C'est parce que je mets mes haut-parleurs pour mieux vous entendre. Oui, c'est pas top. En fait, on n'arrive pas à comprendre tous les mots. Oui. Voilà. Alors, quand je parle, je vais débrancher et on va voir si ça passe mieux. Tu me confirmes si ça passe mieux. Euh, donc, la communication non violente de Marshall Rosenberg, ça peut être aussi un outil formidable pour tout adulte avec les enfants et qui s'enseigne très vite, très tôt aux enfants qui maîtrisent le langage. Hein, donc, avec la communication violente en 4 étapes. Hein, première étape, le fait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle est la deuxième étape? L'émotion sous-jacente. Et troisième étape, cette émotion branchée sur un besoin profond, insatisfait. Quatrième étape, je pose un acte ou une parole pour satisfaire ce besoin. Oui, oui, Christophe. Merci pour cet éclairage sur, oui, la CNV, Marshall Rosenberg, évidemment. Après, voilà, on peut s'en inspirer. Les méthodes, la méthode CNV, bon, moi, la CNV soutient toute ma communication, c'est une évidence. Par contre, ça me paraît compliqué de pouvoir l'appliquer, mais on peut tout à fait s'en inspirer. Et là, on revient toujours à ce besoin, hein, on a les enfants, mais il y a le besoin du côté des professionnels et comment on arrive à impulser, donc là, je pense à Christine, hein, en tant que coordo ou les autres collègues qui sont là ce matin, comment on impulse du côté des équipes de l'envie, de la stimulation, comment on arrive nous-mêmes heu, à les encourager parce que c'est vrai qu'il y a il y a quand même des équipes où il y a beaucoup de lassitude et où on a encore du mal à y croire parce que le quotidien est tellement difficile au regard des conditions de travail que c'est pas évident. Mais la CNV, bien sûr alors je voulais juste relever qu'il y avait Cécile, qui disait donc Cécile, c'est la collègue qui nous a parlé de cet enfant qui mordait, 20 à 30 fois par jour et avec, toute une mobilisation de l'équipe et des parents autour et elle dit: «Et maintenant nous faisons des séances de câlins collectifs pour éviter que cet enfant soit exclu. D'ailleurs, les tentatives ont diminué depuis. Pour info et sans rentrer dans les détails, il y a actuellement un contexte familial en souffrance, évidemment, en plus de cette difficulté à s'exprimer oralement. On est bien d'accord, hein, qu'il y a, jamais» donc c'est ce qu'on disait au tout début du flash pratique, il y a jamais un comportement inadapté pour aucune raison et ça peut être souvent multifacteur. Juste Cécile, comment elle s'organise ces séances de câlins, collectifs? Parce que là aussi, enfin, je crois qu'il faut être un petit peu précis, heu, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quelle distance on garde, comment on fait pour pour respecter l'intimité de l'autre, la sienne et cetera. Enfin, je sais pas si elle est là, Cécile? Dans notre petit groupe de moyens de 8.
Et la séance de câlin, ça veut dire quoi? Vous prenez tous dans les bras les uns des autres? Comment on fait avec les singularités des uns et des unes qui n'ont pas envie forcément d'être touchés? Est-ce que le câlin peut prendre la forme d'une présence en côte à côte? Bon voilà, moi ça me fait poser plein de questions. Nous proposons à ceux qui le souhaitent de se prendre dans les bras. D'accord, d'accord. Alors pour les collègues qui ont aussi des enfants, plus grands, c'est 2 à 2. D'accord, OK. Alors ça aussi, je pense que ça mérite un échange, hein, parce que rien que le mot, câlin peut être, reçu de façon, problématique dans un contexte professionnel, câlin, affection, et cetera. Et en effet, je crois qu'on a à être vigilant pour éviter toute confusion, hein. Quand on est au travail, on n'est pas, à la maison et il n'est pas non plus question d'aller, combler nos besoins, personnels et affectifs sur le lieu du travail. Et néanmoins, la question de la proximité et du contact est très essentielle. En totale spontanéité, nous dit Céline. Oui. Alors je jette un œil à l'heure, les collègues, je vois qu'il est déjà 11h25. D'abord, l'adulte propose aux enfants en montrant et ensuite par imitation, certains le font et par envie. C'est aussi pour que les autres aient, moins peur. Merci Cécile. Voilà, c'est toujours riche, hein, de pouvoir mettre en partage nos expériences. Alors, je vous remercie à tous et à toutes. Je vais, lancer le sondage comme d'habitude. Il y a alors lancer le sondage, voilà. Alors du coup, je n'ai pas fait défiler le diaporama, mais du coup, j'en suis très contente parce que ça a pu, vraiment se passer à micro ouvert comme on l'avait envisagé. Il y a des limites, hein, quand même en webinaire au niveau du partage, mais je tiens quand même à vous remercier, pour votre présence une fois de plus et voilà et pour avoir tenté d'avoir joué le jeu dans ce contact et dans ce, partage d'informations. Alors les collègues, pas de flash pratique pendant la période, estivale, pendant juillet et août. Par contre, ça redémarre au mois de septembre, un par mois jusqu'au mois de décembre et je vous transmettrai le programme, courant juillet. Évidemment, toujours, très, partante si vous avez des suggestions précises, s'il y a une thématique que vous voulez absolument, voir abordée sur ce premier semestre, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, un grand, grand, grand merci à vous tous, à vous toutes pour l'intérêt que vous portez, vraiment aux actions qu'on vous propose, à partir du PRH et puis pour vos échanges qui sont, extrêmement riches. Geneviève, merci beaucoup. Merci Céline. Merci, Déborah, Marine, Merci, au revoir. Christelle, Carole, Christophe. On ne se connaît pas, Christophe. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez? Moi, j'ai été directeur de la Semeuse. Je suis Dir- les formations avec Happy End, avec vos prédécesseuses. Directeur, j'ai pas entendu, Christophe. Directeur de l'accueil de loisirs. Directeur de l'accueil de loisirs, où ça? Semeuse, association La Semeuse. Semeuse. Ok. Oui. Ok, la semeuse est formée antérieurement par Happy End. Exact. D'accord, ok, ok. Merci en tous les cas, Christophe, pour votre intervention. Merci beaucoup. Je vous laisse encore terminer le sondage. S'il y a des questions, si vous n'avez pas pu partager ce matin pour X raisons, vous n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit mail. Comme d'habitude, le flash pratique sera déposé en replay dans la DocuTech. Merci Christine, merci beaucoup. Emma, à bientôt. Nathalie, du coup, qui était sous le nom de Véronique, je crois. Merci aussi.
Merci à vous. À bientôt. Alors, est-ce que tout le monde a pu répondre au sondage? Il semblerait que oui. Tout le monde a terminé. OK. Merci. Bel été à vous. À très bientôt. Au revoir.